Bonjour les amis et fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans ce débrief de la nouvelle défaite de l'OL face à Clermont, 2-1. Merci à tous ceux qui ont suivi le live avec moi hier soir. Très sincèrement, je vais être honnête, je pensais vraiment qu'on allait gagner ce match. J'ai mordu, peut-être naïvement, au discours de Fabio Grosso. Et force est de constater que lui ne trouve toujours pas les leviers. Alors attention, je ne cherche pas spécialement à incriminer Fabio pour ce qui se passe, mais ce que je constate, c'est qu'après 4 matchs, c'est 1 point. 1 point en 4 matchs. Ce qui est malheureusement dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début de la saison. Et dans le match d'hier, alors même s'il y a eu quelques petites promesses que je vais évoquer en deuxième mi-temps, on a vu quand même de la bouillie de football, notamment en première mi-temps. Et si on a vu de la bouillie de football, c'est aussi à cause des choix réalisés par Fabio Grosso qui se sont avérés totalement inefficaces. Inefficace au point qu'il a changé 3 joueurs à la mi-temps, d'une certaine manière. Il reconnaît lui-même qu'il s'est trompé. Alors le 11 de départ était quand même très très surprenant. 4-2-3-1 avec Maitland Niles du côté droit. Alors c'est bien beau de mettre Ryan Cherki en numéro 10, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il aille créer avec Maitland Niles? Donc je ne comprends pas qu'on mette Maitland Niles dans l'aile. Alors qu'on a Nuama. Je dis pas qu'on aurait forcément été beaucoup mieux avec Nuama, mais en tout cas ça aurait pas été pire. Akoukou qui démontre qu'il ne sert à rien du tout, et il faut reconnaître que hier Corentin Tolisso a fait plutôt une entrée intéressante. Et puis toujours cette défense qui est nullissime. On espérait avec le retour de Lovren que ça allait mieux se passer, une défense expérimentée avec Enrique et O'Brien qui est pas très expérimenté, mais Lovren et Mata, on pensait que ça allait stabiliser tout ça, et en fait ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout le cas. On continue d'encaisser but sur but et ça ne s'arrête pas. On a une défense absolument calamiteuse. Alors O'Brien qui est décrit comme je dirais un progrès par rapport à Diomandé, mais ce que je constate, c'est que depuis qu'il est titulaire, on continue à encaisser but sur but. Donc à l'évidence, ce joueur n'est pas la solution. D'ailleurs sur le deuxième but, non, c'est pas sur le deuxième but, c'est sur une autre action où il n'y a pas eu de but, mais une très grosse occasion pour Clermont. Il est pas du tout aligné avec Lovren et il remet en jeu un des attaquants. Je crois que c'est Nicholson, mais je suis pas sûr. Donc O'Brien, Lovren, ça ne marche pas. Kaletachar est à la cave. Diomandé, qui était celui qui a joué les 6 premiers matchs et qui avait le plus de temps de jeu à la fin du 6e match, ne joue plus du tout. Donc on comprend pas du tout ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, parmi tous ces mecs, il n'y en a pas un qui est bon. Le seul qui est à peu près bon en défense centrale, c'est Mata. Mais c'est quand même dommage d'avoir Mata en défense centrale. De plus, ça vous oblige à mettre Koumbedi, qui n'a pas fait une entrée trop dégueulasse hier, mais on le connaît, Koumbedi, c'est quand même quelqu'un qui fait énormément de fautes, qui manque de qualité physique. Donc peu de solutions. En plus, Anthony Lopez, alors là pour le coup, vraiment responsable sur le deuxième but. Alors il fait quelques beaux arrêts, mais le deuxième but, s'il est sur sa ligne, on le prend jamais, quoi. Là, il est 7-8 mètres avancé par rapport à sa ligne, il se fait lober, quoi. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Alors on pourra dire oui, il n'y a pas eu de pression sur Ogier, je crois qu'il... est-ce que c'est Ogier, Gastien? Je me souviens plus qui marque, mais ou Magnin. Je crois que c'est Magnin qui marque. Peu importe. En tout cas, il est beaucoup trop avancé. Bref, tout cela, c'est calamiteux. Lacazette qui perd tous ses duels, qui joue de manière extrêmement prévisible, c'est-à-dire, en gros, je mets mes fesses sur l'attaquant adverse et j'essaye de gratter le ballon. Au final, ça n'a jamais marché hier. J'ai Finio qui avait un peu la tête à l'envers. Faut dire aussi, il faut le reconnaître, Clermont a mis les ingrédients
qu'il fallait, notamment en prenant à 2 ou à 3 les joueurs dangereux de notre équipe. Et donc, une fois que vous étiez pris à 2 ou à 3, on ne trouvait pas de solution, surtout avec un Maitland Niles dans l'aile. Mais même quand Nuama est rentré, il a eu du mal à trouver des solutions. Bref, naufrage collectif. Bon, de toute façon, les notes reflètent bien, je dirais, le naufrage, y compris donc de Fabio Grosso, qui pour le moment ne trouve absolument aucune solution, qui après 15 jours de travail envoie un 11 totalement inefficace, un 11 qui n'a mis aucune intensité, et le pauvre Fabio, malheureusement pour le moment, il ne trouve aucune solution. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que finalement notre meilleur mi-temps, je dirais, ça a été la première mi-temps contre Lorient. Et dans cette mi-temps contre Lorient, il y a quand même un joueur qui avait plutôt rassuré, c'était Diawara, qui était titulaire pour la première fois, qui n'avait pas été exceptionnel, mais qui avait été plutôt bon, notamment en cassant des lignes, etc. Ce qui avait bien marché aussi, c'était Nuama dans l'aile avec Jeffinho, et donc là on nous met Maitland Niles, ce qui est totalement incompréhensible. Ce joueur n'a pas le niveau d'un joueur de Ligue 1, enfin c'est calamiteux, je ne comprends pas ce qu'il faisait sur le terrain, et en plus à cette position, non, là ça a vraiment été catastrophique. Alors, l'arbitrage, évidemment. D'habitude, je ne parle jamais de l'arbitrage parce que je considère que ça fait vraiment partie. C'est un élément du jeu. Alors, parfois, il vous est favorable, parfois, il est défavorable. Mais ce que je voudrais pointer du doigt, c'est le premier but de Clermont. À l'origine de ce but, il y a un contrôle par ce joueur, donc Nicholson. Donc, le ballon arrive de l'arrière. Et là, je veux dire, sur la photo, c'est évident. Il contrôle le ballon non pas avec une, mais avec ses deux mains. S'il ne fait pas ça, si ses bras ne sont pas là, le ballon file en touche. Et donc tout ce qui s'ensuit, alors effectivement, il y a de l'incompétence de la part de nos joueurs, qui laissent notamment Cham tout seul au deuxième poteau. Mais je veux dire, toute cette action-là, elle doit être annulée de par cette faute-là. La VAR sert à cela. Et que l'arbitre, on va dire, ne l'ait pas vu parce que ça va vite, etc. Bon, ça, à la limite, je veux bien l'entendre. Mais la VAR, c'est quand même incroyable. Comment peut-on accepter ce but? Un petit peu plus tard, autre main, cette fois, dans la surface de réparation, en défense de Clermont, et pas de pénalty. Donc, alors oui, tout cela ne vise pas à excuser notre nullité, je le précise. Si on est à 3 points après 9 matchs, c'est pas à cause de l'arbitrage, c'est bien à cause de nous. Mais quand même, ils ouvrent le score sur cette main-là. Ensuite, il y a un penalty, c'est-à-dire qu'au lieu d'être mené 1-0, vous menez 1-0. Le match n'est sans doute pas le même. J'évite de faire du foot fiction, mais en tout cas, ce but-là, il n'aurait jamais dû être accordé, tout simplement parce qu'il y a la VAR. Et la VAR, clairement, n'a pas fait son travail. Je n'ai pas du tout aimé l'arbitrage, qui parfois laissait jouer et qui d'autres fois ne laissait pas jouer. Alors évidemment, avec mon œil de supporter de l'OL, j'ai toujours le sentiment que ça laissait plutôt jouer du côté de Clermont, et nous, on se faisait siffler systématiquement. Mais néanmoins, cette action-là, et c'est une évidence, elle n'aurait jamais dû être accordée. Donc ça quand même, quand on est une équipe comme l'Olympique Lyonnais qui est en déficit de confiance, en déficit de qualité aussi, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard, notamment avec les déclarations de John Textor, eh bien ça vient vous mettre un autre coup de bambou sur la tête. Alors dans ce marasme, il faut quand même essayer de trouver des points positifs pour le futur, et s'il y a bien un joueur qui a encore marqué des points, parce que il avait déjà été relativement plaisant lors du premier match, même si statistiquement ça n'était pas très spectaculaire. Mais là, l'impression visuelle qu'il nous a fait, sachant qu'il n'a joué quand même qu'une mi-temps, vous allez voir qu'en une mi-temps, il a fait beaucoup de choses. L'impression visuelle est cette fois-ci largement confortée par les statistiques. Donc, il a réussi 96% de passes, 22 sur 23, ce qui est absolument colossal pour un joueur qui se projette énormément vers l'avant. Il a réalisé une passe clé, il a obtenu une occasion de but, où il tire à côté, il a tiré 2 fois au but, ce qui est largement plus que la plupart de nos milieux de terrain, hormis Tolisso. 50% de duels gagnés et 2 balles récupérées, une faute provoquée. À l'évidence, ce joueur marque énormément de points. Et dans
Je veux dire ce que veut obtenir Fabio Grosso, c'est-à-dire des joueurs qui comprennent l'urgence de la situation et qui ont envie de se battre pour maintenir le club en première division. Je pense que Mamadou Diarra, il a vraiment marqué des points et désormais il doit être dans le 11 titulaire. Pour Maxence Cacré, je dirais que les avis sont très partagés parce qu'il a certaines stats qui sont excellentes, notamment en termes de récupération. Il a récupéré 13 ballons. 13 ballons, c'est absolument colossal, mais en même temps, il a énormément de balles perdues. Donc c'est difficile Cacré parce que c'est quelqu'un qui effectivement est au four et au moulin, mais qui dans l'utilisation du ballon n'est pas bon, mais en même temps il a une telle activité au milieu que c'est difficile de ne pas le mettre. Donc petit à petit Fabio Grosso essaye de trouver son milieu. Je pense que Diawara a marqué énormément de points. Akoku, lui, en a perdu énormément parce qu'il a été fantomatique dans ce match. Tolisso fait une bonne deuxième mi-temps, mais dans fois il est très très mauvais. Le problème de Fabio Grosso, c'est de trouver des joueurs qui sont bons dans la régularité, et il n'y en a aucun. Je dis toujours, au début je disais on a 7 milieux, il n'y en a pas un qui est bon. Là on en a 8 avec Diawara, il n'y en a pas un qui est bon. Et parmi les pas bons, je dirais que Diawara tranche un petit peu parce qu'il a un profil qu'on n'a pas, c'est-à-dire un joueur box-to-box. Ce joueur me plaît énormément et j'espère qu'on le verra davantage dans le futur. Alors à la fin du match, les supporters qui je pense sont irréprochables globalement, les supporters, les suiveurs, les fans, je dirais que tout le monde fait sa partie du travail. Les seuls qui ne font pas la partie du travail, ce sont les joueurs. Et donc les supporters, on est en Ligue 2, qu'ils ont chanté et scandé en fin de match. C'est vrai que c'est difficile désormais de... Alors, moi je pense qu'on peut encore se sauver, mais il est forcé de constater qu'aujourd'hui, notre obstination, ça doit être de se battre pour le maintien. Fixer des objectifs inaccessibles, c'est perdre tout crédit. Quand vous n'arrivez pas à prendre au sérieux les gens qui vous dirigent, parce qu'ils ne sont pas crédibles, c'est difficile de se focaliser sur les objectifs, même si les joueurs sont très très bien payés pour ce qu'ils ont à faire, et on attend d'eux qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Donc on va regarder les différentes déclarations de John Textor qui sont vraiment navrantes. Alors il dit, on a montré trop de bonnes choses par rapport aux résultats, notre équipe est trop bonne, et on n'est pas à l'endroit où on devrait être. Les supporters nous ont encouragé tout le match, j'ai des inquiétudes, mais, et alors là c'est ça qui est fou, il n'y a pas de risque de relégation. Comment, après avoir engrangé péniblement 3 points en 9 matchs, en ayant reçu à la maison des équipes comme Le Havre, Clermont, Lorient, et en ayant pris si peu de points face à ces équipes-là, on peut dire qu'il n'y a pas de risque de relégation. Mais franchement, c'est terrible, quoi. C'est-à-dire que imaginez quand même les joueurs. Attention, je dis pas qu'il doit dire on a une équipe de daube, on va pas s'en sortir. Mais il doit dire l'urgence de la relégation, elle est là, et on doit se battre pour se replacer, on doit se battre pour gagner des matchs. Et la relégation, évidemment, il y a un risque. Quand vous faites une com à laquelle personne ne souscrit, vous décrédibilisez tout ce que vous dites, absolument tout. Et malheureusement, Textor, déjà quand il a intronisé Fabio Grosso, il a dit qu'on avait une équipe pour se qualifier en Ligue des Champions. C'est absolument grotesque. Et là, il continue, malgré la situation, à nous servir un discours totalement déconnecté de toute réalité, ce qui fait qu'effectivement tout ce qu'il dit n'a aucune valeur. Alors il en remet une couche sur le mercato. Alors, on n'a pas eu les mains libres dans le mercato d'été, mais tout va se jouer en janvier, tout va bien financièrement. Ouais. Et on n'aura pas de problème avec la DNCG. On n'aura pas de problème avec la DNCG. Le mec n'est pas encore passé devant la commission et il affirme qu'on n'aura pas de problème. Il dit même, et c'est là où vraiment on touche des summums, ils vont être impressionnés par la manière dont on travaille. Non mais franchement.
La DNCG va être impressionnée par la manière dont on travaille. Non mais attendez les amis, mais lire des choses comme ça, mais c'est vraiment pathétique. C'est pathétique. Au début, il m'énervait, mais maintenant je le trouve vraiment pathétique. Il raconte n'importe quoi, il est totalement à côté de la plaque. Alors il précise, on va aller au mois de janvier même, si c'est une période compliquée pour faire des transferts, on va aller chercher partout dans le monde, notamment au Brésil. Alors je le répète, nous sommes limités à 4 joueurs non communautaires et non africains, puisqu'il y a les accords Cotonou qui permettent de ne pas compter les joueurs africains comme des joueurs non communautaires. Donc on a droit de toute façon qu'à 4 joueurs. Il faut savoir quand même qu'on a déjà donc Henrique, on a Jefinho, ça veut dire que ça ne laisse que 2 places. Alors on peut transférer Henrique au Brésil, on peut renvoyer Jefinho à Botafogo, ce qui permet de libérer des places de non communautaires. Je rappelle que Lucas Perry, donc, qui est prévu pour venir à l'Olympique Lyonnais au mois de janvier, a un passeport italien, donc lui ne comptera pas comme étranger. On attend ça avec impatience, mais parlons des joueurs que nous avons. Nous avons de la qualité pour être l'une des meilleures équipes de ce championnat. Mais écoutez, quand on lit des choses comme ça, mais comment voulez-vous prendre ce type au sérieux? On peut essayer de positiver, mais il faut dire aussi des choses qui sont cohérentes, des choses qui sont crédibles, des choses qui sont réalistes. Là, c'est grotesque. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez Cucci et Textor et même Jefinho qui disaient, même s'il y a 1% de chance d'aller en Ligue des Champions, il faut y croire. Oui, bah, déjà, s'il y avait 1% de chance de gagner un match, il faudrait peut-être le gagner. Mais là, ce sont des dirigeants. Cucci et Textor, alors Cucci de toute façon téléguidé par Textor, nous servent un truc, on peut avoir une des meilleures, nous avons, c'est-à-dire aujourd'hui, il dit pas demain, nous avons la qualité pour être l'une des meilleures équipes de ce championnat. Donc comment voulez-vous que les joueurs puissent croire à tout ce que dit ce type? Rappelons quand même que le duo avait affirmé que Lukeba et Barcola ne partiraient pas cet été, et ils sont partis. Ces gens ont une parole qui ne vaut rien du tout. Vous savez, à un moment donné, les employés d'une entreprise, ils peuvent se défoncer si ils ont, allez, on va dire, une certaine admiration pour leurs dirigeants. Mais quand ils entendent des imbécilités pareilles, comment voulez-vous qu'ils soient mobilisés par des gens pareils? Ce n'est pas possible. D'autant que d'un côté, donc, vous avez ces dirigeants qui ont des ambitions extraordinaires, et le coach qui lui est là au quotidien, qui voit son effectif, qui voit ses joueurs, qui lui-même d'ailleurs fait des erreurs, qui vous parle de maintien. Il vous parle de maintien. Et il a évidemment raison. Et les dirigeants qui vous parlent d'Europe. Non mais franchement, enfin... Bref. Bon, on va terminer par justement ce qu'a dit Fabio Grosso, qui, on va dire... va devoir trancher dans le vif, au moins pour remonter avant la trêve hivernale. Alors lui, évidemment, essaye aussi de positiver, ce qui est tout à fait normal, c'est l'entraîneur, il va quand même pas baisser les bras après avoir coaché 4 matchs. On a suffisamment de matchs pour aller chercher des points pour remonter les équipes qui sont devant. On a les qualités pour cela, on a envie de le faire. Ceux qui y croient seront dedans, ceux qui n'y croient pas doivent se mettre à côté. C'est la grande responsabilité qu'on a, ne pas lâcher. Quand on voit l'amour que les gens ont pour ce club, il faut avoir un état d'esprit différent de celui qu'on a eu jusqu'ici. Donc en gros, mais il avait dit en conférence de presse d'avant-match, il essaye encore de trouver une équipe. Petit à petit, je pense qu'il voit sur qui il peut compter, sur qui il ne peut pas compter. Et force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur qui il peut compter, puisqu'il a essayé quand même beaucoup de monde. Et que malheureusement, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup qui répondent. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Je n'ai pas encore décidé si je ferai un live face à l'OM. Il ne faut pas se le cacher. Ça risque d'être encore douloureux. Je vais y réfléchir. J'ai apprécié l'exercice. Ça nous permet aussi d'avoir un échange direct. Mais c'est fatigant. Beaucoup plus fatigant que ce que je ne pensais. Donc je vais réfléchir à la situation, je vous tiendrai évidemment informé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.